Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans un Café des Croissants, une émission de TV Bruit. Aujourd'hui, on est au poil de la bête. On est accueilli par Jérémy qui va arriver et Kevin qui est derrière le bar. On a décidé de vous parler dans ces épisodes de logement et d'habitat avec mes invités. On a Michel Redby qui est architecte et Thomas Coudrette qui est un acteur du champ social, je dirais, qui est cofondateur du C10, de Ressources Solidaires entre autres. C'est vrai que la question du logement, elle est traversée par le social, donc on va voir tout ça. Pour commencer, est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on rénove ? On verra ça sous le prisme de ce qui se passe au Mirail, avec Michel dans un premier temps. Un Café des Croissants, générique. Alors, TV Bruit, je vous le rappelle, c'est une télé qui est participative et associative. Suivez-nous sur les réseaux, vous avez tout qui s'affiche. Likez-nous, abonnez-vous. Moi, j'y comprends rien, mais c'est toujours super quand vous le faites. Et puis, c'est une télé participative, ça veut dire que vous pouvez venir aussi et nous aider, comme Sacha aujourd'hui à la technique, qui accompagne Gouard et qui nous aide à la construction de l'émission. Moi, c'est Ise, on est dans un Café des Croissants, le logement, l'habitat. Alors, Michel, je vais commencer par toi, mais Thomas, tu peux participer quand tu le veux aussi. Évidemment, c'est une discussion. Toulouse, c'est un demi-million d'habitants, je crois. Ça augmente régulièrement. Le PLUIH, donc, alors côté acronyme, il va peut-être falloir m'aider, mais je crois que c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est le intercommunal qui me pose problème. Et de logement. Il a été retoqué en 2021. Il manquait je crois qu'il empiétait un peu trop il bouffait un peu trop d'espace vert, on va dire. La mairie, elle est en train d'abandonner, un peu, de se dessaisir en tout cas de son patrimoine ancien. Jean-Luc Boudin se dit lui-même maire bâtisseur. Il y a plein de questions qui se posent en fait sur ce à quoi Toulouse va ressembler en termes d'habitants et puis pour quels habitants. Pour quels habitats et pour quels habitants. Michel, toi, tu représentes un collectif. Tu es architecte, mais tu représentes un collectif et je te laisse nous le présenter. Alors, je représente ici le collectif des architectes en défense du patrimoine Candilis au Mirail. Nous faisons partie également d'un collectif national Stop aux démolitions, dans lequel il y a des associations comme le DAL, comme la CNL, comme d'autres le DAL, droit au logement, la CNL. Le DAL, c'est le droit au logement. Les différents collectifs qui interviennent pour essayer d'empêcher les démolitions aberrantes à Roubaix, au quartier de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry, à Lille, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, dans toute une série de villes. Je crois qu'il y a à peu près 99 collectifs au niveau national et donc des associations comme entre autres la CNL et le droit au logement, qui participent aussi de ce combat pour mettre en avant la nécessité de réévaluer la politique qui jusque-là a été menée par l'ANRU et une série de communes pour démolir inconsidérément des quartiers et des habitats de qualité qui méritent aujourd'hui d'être réhabilités. Il faut savoir qu'il y a aussi une association qui s'appelle House Europe qui aussi combat contre les démolitions et qui agit dans le même sens. Et il nous paraît important. Je voudrais... Si je peux me permettre, Michel, au niveau du Mirail, justement, si on revient sur Toulouse, au niveau du Mirail, quel est l'habitat ? Les Toulousains connaissent bien ce quartier, qui est dit populaire. Et ils en ont peut-être une image justement d'un habitat qui est délabré, avec des habitants qui sont déclassés. Quel est l'habitat du Mirail ? Quels sont les besoins des habitants ? Alors, tout à fait. Au Mirail, c'est 1400 logements sociaux qui sont concernés. Sur Toulouse, il y a également 600 logements sociaux à Ampalo, 150 logements sociaux aux Isards, 100 logements sociaux à Val d'Aran, des logements sociaux à la Côte Pavée et d'autres quartiers entiers qui sont concernés par
cette volonté de détruire, de démolir, a priori, qui serait la seule solution pour moderniser et urbaniser aujourd'hui en tenant compte des apports de notre époque, pour faire des quartiers agréables à vivre et faire que les quartiers et les logements soient, disons, de véritables quartiers à la fois écologiques, mais aussi où la vie est agréable, où les gens sont contents de se voisiner, d'être, comment dirais-je, dans les mêmes quartiers, etc. Et avec des équipements, etc. Donc, pour nous, le Mirail, c'est historiquement un quartier, et ça, tout le monde nous l'accorde en quelque sorte, c'est un quartier qui a été, à un moment donné, extrêmement important dans l'histoire de l'urbanisation, non seulement de Toulouse, mais aussi au niveau mondial. C'est-à-dire que des gens du monde entier sont venus voir ce quartier, sont venus voir la réalisation d'un quartier qui était le produit d'un concours. Il faut savoir que l'équipe Candice Josic Woods, qui a été à ce moment-là choisie, a été choisie en concurrence avec des candidats comme Le Corbusier, comme d'autres, comme Arech, etc. Enfin, comme des candidats importants de cette époque. Et il nous apparaît important de comprendre que il y a un véritable apport et une réflexion extrêmement intéressante pour des tas de raisons, à la fois sur le plan urbanistique et sur le plan architectural, qui méritent d'être adaptés comme tout travail d'architecture et comme tout travail d'urbanisme. C'est jamais figé, c'est jamais arrêté, et ça doit être pris en... Disons, ça doit être intégré dans une volonté de mutation en tenant compte des apports de notre époque. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le choix qui a été fait, c'est celui de la destruction, alors qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Alors, il faut savoir que... Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé sur ce quartier ? Il s'est passé que dans les années... Très brièvement, dans les années 2000-2010, il y a eu des choix politiques. Ces choix politiques ne sont pas fondés sur le plan architectural et sur le plan urbanistique. Le choix politique, ça a été de dire il faut démolir pour rénover. Beaucoup d'architectes se sont opposés à cette a priori qui consistait à dire on ne peut pas rénover, on ne peut pas réhabiliter sans démolir. Nous pensons l'inverse. Nous pensons que aujourd'hui, les apports de ce quartier sur le plan créatif, alors il y a un lac, il faut savoir que c'est un lac qui a été inventé par le projet, il y a des logements traversants de très grande qualité, il y a des logements avec de la lumière, des ensoleillements, etc. Il y a une végétation qui n'a pas été touchée, mais qui a été justement préservée par les architectes et les urbanistes de l'époque. Et on a le quartier qui est le plus vert de Toulouse. On a des îlots de fraîcheur, y compris par la présence de galeries dans la construction de ces logements, etc. En été, c'est extrêmement important. Et puis, on a la possibilité de les réhabiliter parce que les façades, elles sont très faciles à réhabiliter parce qu'elles ne sont pas porteuses. Parce que, justement, c'est la volonté des architectes du monde moderne, de cette époque, qui se sont appuyés sur des réflexions, etc., de laisser les façades libres pour permettre l'évolution, la flexibilité de l'architecture. Ça veut dire qu'on a la possibilité de travailler pour gérer la rénovation énergétique, mais plus que ça. Sans démolir. Sans démolir, absolument. Et on a la possibilité de redonner une autre image à ces bâtiments en travaillant justement sur l'intelligence de la conception des enveloppes, en y intégrant toutes les fonctions de l'enveloppe, c'est-à-dire la lumière, les ensoleillements, l'acoustique, la thermique, l'énergétique, l'hygrothermique, etc. Toutes ces choses-là, on sait faire, les architectes savent faire, et ils doivent être sollicités, ils doivent être, en quelque sorte, on doit leur demander, c'est ce que nous avons voulu, un concours d'architecture et d'urbanisme pour y répondre. Je suis d'accord et on y reviendra parce que ça me paraît important, même sur le plan de la démocratie. On en parlait aussi, Thomas, de la question démocratique sur le logement. On y reviendra. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il y a eu un reportage, Gouard étalé la semaine dernière au Mirail, justement, puisqu'il y avait des prises de parole pour défendre un patrimoine qui s'appelle l'immeuble, on dit messager, et qui est menacé de destruction. Concrètement, les habitants, ils ont été donc relogés. Ils ont été déplacés, évacués, de gré ou de force. C'est ça qui s'est passé aussi. Est-ce que les habitants à un moment donné, ont été écoutés, ont été entendus dans le processus justement de transformation de ce quartier ? A priori, bien des habitants de ce quartier se sont opposés aux, disons, délocalisations, aux destructions forcées, etc. Il faut savoir que, par exemple, nos confrères à Bordeaux, qui ont réalisé le Grand Parc, lorsqu'ils ont réalisé le Grand Parc, ils n'ont pas délogé un seul habitant. C'est-à-dire que la réhabilitation s'est faite in situ, en conservant comment dirais-je,
les habitants sur place et en permettant que la réhabilitation gère à la fois les questions de rénovation énergétique, mais y compris de réorganisation spatiale, urbaine, et ça en fait un des plus beaux quartiers aujourd'hui d'habitat social, qui a valu d'ailleurs le prix Pritzker, prix disons équivalent au Nobel de l'architecture, à nos confrères Lacaton et Vassal, qui ont réalisé cette opération sans démolir un seul logement. Et en concertation peut-être aussi avec avec les habitants. Et en concertation avec les habitants, parce que bien évidemment, ce travail-là se fait en permanence. Et les architectes savent faire aussi, savent associer les habitants pour réfléchir, pour travailler, pour répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Et quid de la concertation de Toulouse Métropole avec les habitants alors ? Eh bien, il semblerait, en tout cas, pour notre part, nous sommes adressés avec le collectif des habitants de la Reinerie et aussi de Stop Démolition au Mirail depuis 2021, à la suite de la décision de remettre sur le tapis, en quelque sorte, et de remettre en cause l'avis négatif qui avait été formulé par le commissaire enquêteur en 2017, avis négatif au projet de démolition. Donc enquête publique, avis négatif du commissaire enquêteur en 2017, M. Michel Jones, et qui le justifiait de la façon suivante. Il disait d'une part, ce sont de très beaux logements, et d'autre part, il y a une pénurie de logements à Toulouse et on a besoin de logements. Donc il a demandé, alors deuxième réserve, c'est qu'il demandait qu'il y ait une évaluation d'une solution, c'est ce que nous demandons, sans démolition, une solution de réhabilitation de l'ensemble des logements. Une solution alternative aux démolitions. Laquelle réhabilitation n'interdit pas de densifier, de construire, parce qu'on a un coefficient d'emprise de sol au niveau de Toulouse, enfin au niveau du Mirail, qui est très faible. On a beaucoup d'espace à utiliser, on a la possibilité de densifier sans démolir, on a la possibilité de réhabiliter et de densifier ce quartier sans démolir un seul logement. Or, ce n'est pas ce parti-là qui a été adopté, parce que le point de vue, a priori, a été de consulter les architectes par un concours en 2010 en leur demandant de choisir quels immeubles il fallait démolir. Notre point de vue est que lorsqu'on demande de travailler sur la rénovation d'un quartier et de demander... Et a priori la démolition, effectivement... De demander a priori la démolition, c'est une manière d'induire et d'orienter directement la réflexion des architectes et de ne pas les laisser libres de faire leurs propositions pour avoir des propositions totalement objectives et qui permettent d'être évaluées dans le cadre d'un débat citoyen par les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien imaginer toutes sortes de solutions possibles. Parce qu'il y a toutes sortes de solutions possibles. Il y a la rénovation énergétique, bien évidemment, mais il y a aussi la possibilité de requalifier l'urbanité du quartier avec les espaces urbains, etc. Tout cela nécessite une réflexion. Est-ce que tu peux préciser ça, requalifier ? Requalifier, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces mutations sociales qui se sont opérées, les architectes les prévoyaient aussi. Les architectes qui ont réalisé ce projet. Il faut savoir qu'ils ont été, à un moment donné, exclus du propre suivi de leur propre projet. Leur projet a été commencé dans les années 64, c'est-à-dire suite à un concours en 61-62. Ils ont été retenus en 62. Les constructions ont commencé en 64. Et au milieu des années 60, ils ont eu des difficultés parce que leur projet était original, il était innovant sur plein d'aspects, y compris l'existence d'un lac. C'était quelque chose de totalement novateur, de vouloir utiliser l'accès à la nappe phréatique en récupérant le gravier pour faire le béton. Ils ont décidé d'en faire un lac. Et un lac qui est un équipement central, non seulement pour le quartier, mais y compris pour la ville. Pour la ville, tout à fait. Et en considérant, et il faut savoir une chose, c'est que les architectes de cette époque-là, qui étaient des humanistes, considéraient, qui faisaient partie de cette réflexion au lendemain de la guerre, pour redonner toute sa dimension à l'urbanisme et à l'architecture, ils considéraient qu'il fallait faire des logements pour tout le monde, habitables par tout le monde. Non pas des logements spécialement conçus pour être habités par des pauvres, mais des logements qui devaient être habités par tout le monde de manière égale. Comme le droit à la santé, ils avaient d'une certaine manière le même point de vue par rapport au droit au logement et considéraient que les espaces devaient être habitables. Et vous pouvez y aller. Il y avait dans les années 70 des médecins, des ingénieurs, des architectes, tout ce qu'on veut, etc. Toutes les populations se mélangeaient. Et vous pouvez aujourd'hui réhabiliter ces logements et ils sont habitables de toute façon. Ils sont habitables par tout le monde. Alors là, justement, ce qui est terrible... En termes d'architecture. Pardon. Ce qui est terrible aussi, c'est que, et encore une fois, je renvoie tout le monde au reportage qu'a fait Gouard sur le sujet et qui a été diffusé vendredi dernier, je crois que tu l'as diffusé, c'est ça. Il y a des logements vacants, il y a des immeubles qui ont été murés,
en attendant donc leur démolition. Et pour autant, la question des logements, elle est terrible puisque on est en hiver, on est en janvier, il y a des gens qui sont à la rue. Donc il y avait la question des réquisitions aussi, de réquisitionner ces logements. Quelle est la position du collectif ? De notre collectif, la position de notre collectif est de soutenir cette demande d'application de la loi de réquisition et de la loi Grand Froid, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté détruire des logements de cette qualité et de l'autre côté accepter que des gens vivent à la rue ou vivent dans la rue avec le froid, etc. Des familles entières. Il y a plus de 1500 demandes au 115 qui n'ont pas été, qui n'ont pas abouti. Et en se promenant et en venant même à ce café, en traversant les rues de Toulouse, j'ai vu 3 personnes qui étaient à différents endroits, sous la pluie avec un chien, etc., etc. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un facteur de progrès de considérer que cette question, est-ce que ce n'est pas un marqueur extrêmement important de considérer aujourd'hui que cette question des sans-abri, cette question du droit des gens à vivre avec un toit, et à plus forte raison quand ces toits existent, parce que d'une certaine manière, nous avons l'impression qu'on est en train de casser des logements comme on casse du service public. Mais on te dit aussi que ces logements sont insalubres. Ton discours qui dit ce sont des logements qui sont de qualité, etc., c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Bien sûr. Tout le monde considère que le Mirail, ce sont des logements qui sont... C'est faux. Voilà, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on fait croire aux gens que ces logements sont insalubres. Mais il n'y a aucun arrêté de péril et ces logements ne sont pas insalubres. Leurs structures sont restées indemnes au moment de l'explosion d'AZF. Et elles sont toujours indemnes. On les a laissées, en quelque sorte, se dégrader en surface. On voit bien que les gens sont là et aspirent à vivre paisiblement dans leur quartier. Et à partir du moment où il y a un entretien de ces quartiers, parce que nous revendiquons aussi cela, c'est-à-dire qu'avec Stop Démolition, comme avec le collectif des architectes, nous revendiquons la nécessité d'entretenir correctement les logements, c'est-à-dire de ne pas les abandonner et ne pas les laisser se dégrader. Je voudrais faire juste une parenthèse. Il y a un bâtiment qui existe en Suisse et qui est pratiquement bâti sur le même modèle que les bâtiments du Mirail et qui a été rénové parce que c'est une tradition, parce qu'on ne laisse pas les bâtiments se dégrader. Ça ne fait pas partie du tout la culture dans les pays nordiques et en particulier en Suisse. Où on consulte aussi beaucoup les citoyens sur bien des sujets. Par ailleurs, et en l'occurrence, cet immeuble-là vient d'être reconnu d'intérêt, contemporain par l'UNESCO. Alors j'avais une vraie question par rapport à ça, parce que comment sauver le soldat messager et l'ensemble de parce que c'est pas un seul immeuble, là c'en est plusieurs, alors, mais je crois qu'il y a cette possibilité aussi d'en faire reconnaître. Pour nous, il est toujours temps. Alors, nous sommes adressés depuis 2021 au conseil départemental, qui est propriétaire des immeubles, à Toulouse Métropole, à la préfecture, à l'ANRU. À l'ANRU nous a dit votre point de vue est très valable, mais il est valable pour 2030. Et nous avons répondu non, nous n'attendons pas 2030, il est valable tout de suite, parce que, ça va pas s'améliorer, les choses ne vont pas s'améliorer. Voilà, non seulement des exigences climatiques, mais aussi sociales, fait qu'on ne peut pas attendre la dégradation jusqu'à 2030. Et donc, on s'est adressé, on a demandé que tout le monde se mette autour de la table. On a demandé de réévaluer la solution, les solutions. Il y a une possibilité d'arrêter tout de suite. C'est pour ça que nous posons cette question aujourd'hui, au moment des élections municipales. Ce débat n'a jamais eu lieu. Il faut savoir que l'équipe municipale qui a décidé de démolir, elle le fait sans qu'il n'y ait eu à aucun moment aux élections municipales précédentes de débat sur le sujet. Or, ou de consultation de la compétence des architectes, c'est ce que tu bien sûr, aussi. Par ailleurs, de la consultation des architectes pour travailler sur des solutions alternatives. Eh bien, nous demandons à ce qu'il y ait un moratoire jusqu'aux élections municipales, que ce débat ait lieu, que les candidats s'engagent, et nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous les citoyens, tous les Toulousains prennent conscience simplement du sujet, du patrimoine sur tous les plans, sur un plan écologique, sur un plan de coût carbone, ce que ça signifie. Une réhabilitation coûte 3 fois moins cher qu'une démolition-reconstruction. C'est-à-dire que pour faire un logement construit après avoir détruit, on peut réhabiliter 3 logements.
Et non seulement on peut réhabiliter 3 logements, mais on peut en construire en plus. Alors, à qui profite cette mécanique et cette politique ? Certainement pas à l'intérêt public, certainement pas Peut-être à la l'intérêt privé. population. Ça, c'est pas à moi d'y répondre. Mais en tout cas, pas à la population. En tout cas, pas à la population. Parce que d'une certaine manière, quand on voit la manière... Alors d'abord, on est à 3 millions de demandes de logement social au niveau national. Sur le plan local, on est à plus de 50 000 demandes sur la Haute-Garonne. C'est-à-dire qu'on a un accroissement permanent. Les agents immobiliers vous expliquent qu'il y a eu une croissance énorme de la demande de logement de plus de 40% ou 40 à 50% de croissance de demande de logement, de gens qui cherchent un logement, à tel point que sur Toulouse, dès qu'il y a une annonce, dans la matinée, il y a 20 demandes qui répondent et ils sont obligés d'enlever l'annonce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable demande de logement et de logement social. Pourquoi aujourd'hui démolir des logements sociaux à la Côte Pavée, par exemple, alors qu'ils sont à côté de la bibliothèque et que ces logements sociaux sont totalement réhabilitables? Et cela peut être fait dans la modernité, dans le respect de la modernité, et avec économie, et dans le respect aussi de l'empreinte carbone aujourd'hui. Donc pourquoi faire cela? Quand on est architecte, on doit devenir un peu fou là en ce moment. Thomas, tu as visité, tu me le disais, cet immeuble messager il y a des années de ça, accompagné des familles qui y habitaient à l'époque. Est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu peux réagir peut-être à ce que dit Michel? Je pense qu'en tout cas, il y a énormément d'aspects. Alors, c'est la complexité aussi des sujets, c'est qu'il y a tous les aspects techniques. Rien que les aspects techniques, c'est déjà très complexe, mais il y a tous les aspects humains. À la fois dans un scénario de réhabilitation et dans un scénario de démolition, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Moi, j'avais été invité là-bas parce que petit à petit, quand ils ont vidé Messager, tous les appartements vides, il y en a plein qui ont été occupés, squattés. Et donc les personnes qui restaient, qui refusaient des propositions de relogement et ou de vente même de leurs biens pour certains propriétaires, ils étaient en grande détresse en fait pendant des années. Donc bon, ce qui est sûr, moi je suis pas sur le même sujet exactement, mais en tout cas d'un point de vue humain, c'est pas une situation du tout satisfaisante de voir les personnes à l'abandon dans des immeubles de ce type-là pendant des années et des années de tergiversation. Donc après, voilà, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, social. Mais c'est pas un sujet sur lequel je suis suffisamment légitime à trop m'exprimer. Ouais. Mais on parlera de cet aspect quand même du squat et pas squat, par exemple, la prochaine fois. Michel, le quartier dont tu rêves, toi, au Mirail, ce serait quoi? Déjà, ce dont je rêve, ce qui n'est pas un rêve, c'est qu'on utilise l'intelligence humaine, celle des architectes, des urbanistes de notre époque, pour enrichir celle de l'époque précédente. Et de ce point de vue, moi j'ai un certain nombre d'idées sur le sujet, mais je peux aussi être étonné des propositions qui seraient faites par d'autres confrères ou consoeurs. Et je ne suis pas fermé du tout à cette idée, au contraire. Parce que je pense que la réflexion, il faut qu'elle soit la plus large possible, bien sûr, et qu'elle soit la plus riche possible. Et ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, il faut que ça se fasse dans le respect des principes qui avaient déjà été émis à cette époque-là, c'est-à-dire de l'environnement, de la végétation, de la mixité sociale, de la mixité bien évidemment sociale, mais aussi de la prise en compte de ce qui fait la qualité d'un quartier et d'une cité et d'une ville. C'est-à-dire les relations humaines et sociales qui doivent exister. L'accès aux services publics, peut-être? L'accès aux services publics, l'accès aux espaces publics. Avoir des espaces publics de qualité, ne pas les démolir, ne pas les détruire. Faire que la vie urbaine puisse se développer. Ça veut dire que, pour cela, les urbanistes, les architectes savent travailler. Mais c'est leur compétence, oui. C'est leur compétence. Mais la première des choses, c'est de déjà faire des propositions. Mais pouvoir faire des propositions pour qualifier, donner une urbanité nouvelle à ce quartier, il faut les consulter de manière libre. Il ne faut pas demander d'appliquer le projet d'un politique, quel qu'il soit. C'est-à-dire les utiliser en tant que technicien. En tant que dessinateur d'un projet qu'ils ont, en fait, qui aurait été déjà réfléchi par des gens dont on ne sait pas la culture. Parce que, mais qui ont une idée politique quand même derrière ça.
Moi, c'est ce que j'en pense notamment. Je Voilà. pense qu'en fait, souvent, c'est des motifs techniques qui sont avancés, alors qu'en réalité, il y a des choix politiques, il y a une vision politique. Bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus animés par la question de la mixité sociale, de comment les gens vivent ensemble. Voilà, je pense que les vraies raisons qui motivent les gens qui décident ces démolitions, elles sont pas vraiment avouées, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de je pense non-dits. aussi. Et aussi que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des côtés aberrants par ailleurs, mais parce qu'on a affaire aussi probablement à des décideurs et des décideuses qui disent pas vraiment en fait ce qu'ils Qui ont avancent dans la masqués. tête. Ouais, je pense Qui qu'ils avancent avancent masqués, Ouais. comme sur beaucoup de projets où on avance, ils avancent une raison mais c'est pas leur motivation principale. Et là, je pense qu'il y a une forme de vision aussi sociale. Voilà, on peut parler de la façon qu'ont les gouvernements macronistes de voir les choses, mais c'est quand même des gens qui viennent pas du Mirail. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand monde dans les ministères qui viennent du Mirail ou de quartiers équivalents et qui vont décider pour les autres, alors qu'eux, effectivement, ils connaissent sûrement plus Neuilly et le 92. Ouais. Et que peut-être d'ailleurs ils veulent copier, gentrifier, Bah, c'est ça aussi. en- Gentrifier, c'est en faire des quartiers qui ressemblent à des quartiers qui sont connus de ces élites. Voilà, en tout cas, d'un point de vue effectivement démocratique, je pense que les gens qui décident aujourd'hui, ils décident pour des quartiers entiers, Sans sans consultation. vraiment écouter les personnes, et que quand il y a des démarches participatives, c'est quand même très réduit. Et puis surtout, fondamentalement, c'est une question démocratique, comme souvent on retombe malheureusement Ouais. là-dessus. Merci beaucoup Michel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter 2-3 choses. J'en étais sûre, je le savais. La première, c'est que j'invite vraiment tous les Toulousains et toutes les Toulousaines à venir à notre débat que nous organisons le 7 février et où nous avons invité tous les candidats et toutes les candidates aux élections municipales prochaines. C'est le 7 février à la maison Toulouse Service Rennery, 1 place Conchita Granger-Ramos. Et c'est au métro Rennery, et c'est de 14h à 17h30. Il y a une exposition qui est prévue également. Cette exposition, il y aura des projets de diplômes d'architectes, de jeunes architectes qui ont travaillé sur le quartier du Mirail pour faire des propositions de transformation sans démolition, avec des immeubles. Donc je pense que c'est intéressant de montrer Bien ce sûr. qu'il est possible de faire. Ce sont des illustrations de ce qu'il est possible de faire. Et donc la première chose, c'est que j'invite vraiment toutes les Toulousaines et tous les Toulousains à venir débattre avec nous, parce que nous voulons un débat démocratique, serein, mais nous invitons toutes les candidates et tous les candidats à venir échanger sur les sujets et à prendre connaissance des arguments de Stop Démolition. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons écrit à la Direction régionale des affaires culturelles, suite aux différents courriers que nous avons depuis plusieurs années et qui sont restés pour une grande partie sans réponse, pour demander un classement de ces logements, Du patrimoine. parce que nous considérons que, en tant que patrimoine du XXe siècle, non pas pour figer les façades, parce que nous ne voulons pas figer les façades, nous voulons préserver la qualité spatiale de conception exemplaire de ces logements. Logements traversants, très lumineux, très bien éclairés, très bien protégés par rapport au bruit, par rapport, etc. Il y a toute une série de choses qui sont faites dans cette conception. Ce sont des logements flexibles qui vont du T2 au T6, avec beaucoup de logements, avec y compris des logements pour des familles nombreuses, que sont les duplex. Il y a des rangées, il y a des étages réservés aux duplex. On sent ton enthousiasme Voilà. effectivement sur ces. On sur peut ces imaginer, logements. je vais vous dire, c'est une parenthèse, mais en travaillant avec le commissaire enquêteur, lorsqu'on nous l'avons rencontré, il faut savoir que le troisième commissaire enquêteur nous a donné raison sur 2 immeubles. Il a dit qu'il ne faut pas détruire l'immeuble Gluck et l'immeuble Cambert. Et l'immeuble Cambert, nous sommes arrivés à alors, il a été retenu, il a été préservé, mais l'immeuble Gluck, le conseil départemental, s'est assis sur la réserve du commissaire enquêteur qui leur demandait de ne pas toucher à l'immeuble Gluck. Pourquoi ? Est-ce qu'une commission d'enquête Pour des publique, raisons très certainement est-ce économiques qu'une- et politiques. une commission d'enquête publique, aujourd'hui, a un sens lorsqu'il y a une réserve émise par un commissaire enquêteur, c'est contre ses avis qu'en définitive cette décision a été prise. Donc nous disons débat serein, Et de classement. que y compris des gens qui pouvaient être convaincus de l'intérêt de démolir il y a quelques années, je pense qu'ils peuvent être amenés à la conscience qu'aujourd'hui on peut travailler autrement. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire évoluer les mentalités sur Ok. ce plan. Et la troisième chose, c'est que nous avons écrit au préfet pour demander à ce qu'il y ait un moratoire immédiat jusqu'aux élections municipales. Et il y a une pétition
Merci beaucoup, merci Michel, merci Thomas. On était au poil de la bête aujourd'hui et on vous donne rendez-vous pour un nouveau Café des Croissants où on parlera avec Thomas de squat ou pas squat par exemple, mais aussi de démocratie parce que la question du logement est traversée par ça. Rendez-vous donc, vous l'avez entendu, le 7 février pour discuter de cette question et n'oubliez pas la pétition dont Michel vient de vous parler. À bientôt, au revoir et merci.